ça. Ah. Bon, nous voilà live, fait que là, ça va être un petit peu comme narcissique parce que je me vois. Là. Bon ben, je vais tout de suite commencer parce que j'ai une pré-présentation intéressante pour le fun. Donc, bienvenue à ROAS Montréal, édition du 30 octobre 2012, après l'apocalypse de l'ouragan du Frankenstein de hier. On a tous survécu à ça. C'est important de faire attention au flood, ok? C'est le lien entre l'ouragan et ROAS Montréal. Donc, je vais tout de suite commencer avec mon autre présentation. Fait que pour les personnes qui regardent sur Internet, ben, désolé, c'est la dernière fois que vous me voyez parce que je vais partager mon écran. Comme ça. Et on parle. Et voilà. Ouais, mais ouais, c'est ça. Et ça, tu me vois faire. Ça, c'est bon, ça. Il va falloir qu'on coupe cette bout-là. Bon, ben, finalement, ma pré-présentation, c'est un recap sur AppSec USA. Je reviens de là. La semaine dernière, je suis resté du mardi au dimanche à Austin, au Texas, puis AppSec USA était pendant 2 jours. Le jeudi, vendredi et le mercredi, il y avait un workshop dédié aux différents chapitres. Donc, j'ai représenté OAS Montréal durant le workshop. En gros, dans le workshop, on parlait des autres chapitres. À New York, ils vont super bien. Ils ont des problèmes genre de premier tiers du monde, dans le sens qu'ils ont trop de gens qui vont à la réunion, ils manquent de place, ils ont trop de speakers. Genre, ils ont de la misère à trouver des venues assez grandes. Oui, ben, tu vas nous en envoyer des speakers. On va commencer plus à leur parler. Non pas que je veux ramasser des restants, mais au nombre qu'ils ont. Mettons que ça risque d'être intéressant d'avoir une plus grande synergie parce que New York et New Jersey sont vraiment très, très, très actifs puis c'est vraiment pas loin d'ici. Même chose pour Austin, c'est une des raisons pour laquelle on a fait ça au Texas, parce que le chapitre d'Austin va travailler aussi. Donc, en gros, durant AppSec USA, il y avait plusieurs sujets. Parmi ceux qui j'ai trouvé intéressant, c'était Rug DevOps, parce que bon, la première fois que j'ai vu DevOps, moi, c'est cette année dans d'autres conférences. Dans celle-là, ils ont vraiment mis l'emphase sur on va faire du DevOps, fait que c'est finalement, genre, c'est du processus de développement mélangé avec l'administration de système, mélangé avec du CNUP, des trucs comme ça. En gros, là, ça, c'est le DevOps. Puis, eux, ils ont été vraiment avec des sujets qui étaient plus du RUG, dans le sens que c'est la sécurité dans ces environnements-là. Il y avait un peu de reverse engineering, mais pas tant que ça. Moi, j'ai assisté à beaucoup de cases, puis aussi à d'autres choses de développement. Donc, il y avait vraiment plein de sujets. C'était environ 650-700 personnes. Fait que c'est de la même grosseur que Kung Fu lorsqu'on regarde ça. Plus que 70 présentations. Puis, en fait, genre, c'est un upgrade de l'ASCOM de l'année dernière qui était organisé par OWASP Austin. Fait que sur la photo, on va vous mettre Griff et Joss. Joss étant le président de OWASP Austin. Les deux autres, je pense qu'il y en a un sur le board. Puis l'autre, c'est un régulier. Donc, bon, le logo dans l'hôtel, je vais faire une photo. Les différentes sessions que j'ai assistées, il y en avait des intéressantes, dont une par Shérif qui va être au prochain Kung Fu. Il y a Jim, oui, puis il est là à la prochaine réunion de ROAS Montréal. Il y a aussi Jim Anico qui a présenté Top 10 Web Defenses, et je crois que au Hackfest, il va présenter quelque chose qui ressemble à ça. Donc, la Hackfest qui va avoir lieu ce vendredi à Québec. Il y a Jim qui va être. Ensuite de ça, bon, d'autres exemples comme ça. On avait une salle en haut de l'hôtel avec la vue sur la ville. C'était vraiment classe. Nos commanditaires, etc. Il y avait un capture de flag qui était organisé par Disconnect, qui est un des membres d'une équipe qui a participé à DEFCON pour le CTF. Donc, je vais parler un peu, puis évidemment, le workshop où est-ce que j'ai principalement posé des questions et trollé l'administration de WASP. Ensuite de ça, dans mes highlights, durant la conférence, il y en a un qui a parlé d'un XSS cross-site qu'il a fait à l'intérieur du site de AppSec USA qui faisait en sorte qu'il pouvait inscrire
les gens dans leur agenda ProMake parce que le site donnait un outil mobile pour être capable de monter ton agenda. Et puis, tu pouvais ajouter, mettons, tu disais, moi, je vais aller voir ça. Puis lui, il avait trouvé le moyen de faire en sorte que tout le monde ajoute dans leur agenda le temps. Paraît qu'il a rempli la salle plein à craquer. Avec ça, tout le monde riait, il fait comme, il y en a sûrement qui n'ont pas pensé, qui ont gardé dans leur agenda, puis qui ont fait comme, ah oui, j'ai décidé d'aller là. Là, ils arrivent dans la salle, puis ça va vraiment. Ça, c'était le bout un petit peu cool qu'on a vu. Ensuite de ça, le deuxième post que j'ai pris, c'est vraiment parce que la compte, elle a été très bien. Fait que OWASP Austin ont vraiment fait un très bon travail. Moi, j'avais un chandail rouge, la même chose que les messieurs au début, dans le sens que j'ai aidé à l'organisation. Je scannais les gens. C'était vraiment comme un entrée de gamme de mon travail, mais j'ai bien aimé ça. Puis, il y a Jim qui a lancé une faute durant sa présentation, parce que moi et Ryan, on était en arrière de la présentation. Il a dit finalement, après 6 ans, il a avoué qu'un WAF, que ça peut servir à quelque chose, que ça peut être utile en sécurité web. Donc, je me sers de ça pour faire la transition vers la présentation d'aujourd'hui qui va être sur les... Il y en a-tu qui ont des questions à propos de AppSec-US? Il y en a-tu qui ont déjà été à AppSec? Ah oui, AppSec, ouais, c'est... Pour ceux qui ne savent pas, c'est les conférences officielles de l'OAS. Il y en a une en Europe, il y en a une aux États-Unis, il y en a une en Amérique du Sud aussi. Au minimum, je dis bien. Mais peut-être en avoir. On pourrait décider qu'on aurait un avis à Montréal si on voulait. Sauf que là, ça prendrait J'ai un scoop. L'année prochaine, ça va très fortement être à New Jersey, New York. Parce qu'ils vont avec les chapitres les plus actifs, je suppose. Ce qui va avec une logique. Là. Puis, donc là, moi, le leader de New York, il m'a dit que c'était ça. C'est pas annoncé nulle part, fait que c'est le scoop de la soirée. Ouais, ben, c'est pas si loin, là. Moi, ça serait plus facile d'y aller. Ben oui, là. Puis moi, je le conseille fortement là, parce qu'en AppSec, il y a vraiment le meilleur des trucs que j'ai mis dans Kung Fu, plus des choses plus intéressantes pour les professionnels en sécurité. Parce que durant Kung Fu à Montréal, on est vraiment juste pour les développeurs puis les professionnels de la sécurité. Si vous allez là, c'est parce que c'est pour aller jaser avec le monde plus que de l'assister. Avec les programmeurs, oui. Oui. Ou parce que vous allez présenter. À AppSec USC, il y a une partie que c'est ça, fait que ça, c'est quand même bien important, c'est bien fun. Il y a une autre partie où est-ce que c'est plus standard, qu'on a plus des tâches qui vont s'adresser à vous. Fait que je dirais c'est comme peut-être le 2 tiers pour n'importe qui, puis 1 tiers plus professionnel. J'ai une idée pour une prochaine. Pour faire un boss. Un boss. Moi, c'est sûr parce que j'adorais ça. Que ce soit un mini-boss. Fait que, on pourrait tout de suite passer à ma présentation. S'éterniser. Parce que je vais sûrement m'éterniser dans ma présentation. Bon, donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est les utilités d'un coupe-feu applicatif web. Et mon nom est Jonathan Marcel, pour ceux qui ne savent pas. Le WAF, là, vous allez voir, on va y aller de plus en plus compliqué. Je pars avec une base parce que vous allez remarquer que sur le web, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de références qui parlent de WAF. Il y en a beaucoup qui sont vieilles, il y en a beaucoup qui sont récentes. La présentation qui est là, oui, elle va sur les WAF, mais elle va sur mon expérience des dernières années. Avec une expérience en production, une expérience en évasion, puis un peu en recherche aussi. Donc, c'est un mélange de tout, puis c'est pas... j'ai vraiment fait attention de pas vous recopier les choses que vous trouvez sur Internet. Fait que si vous voulez en savoir plus sur les WAF, ça c'est l'idée de mon introduction, vous cherchez pour WAF sur Internet, puis vous allez trouver plein de choses. De ce que vous allez avoir aujourd'hui, c'est vraiment mon point de vue, ma manière de vous présenter ça. Il y a beaucoup de documentation en ligne, mais il va falloir faire attention parce que souvent, c'est des vendeurs qui veulent vendre leurs produits. Il y en a d'autres, c'est des projets open source, puis il y en a d'autres que c'est juste du monde qui bloque, des choses comme ça. Donc, lorsque je dis qu'on y allait avec mon point de vue, premièrement, on appelle ça un firewall, un coupe-feu.
personnellement, lorsque j'entends le mot firewall, je pense plus à un serveur. Ben, non pas un serveur, mais une machine sur un réseau qui sert à bloquer du IP avec du TCP, du UDP ou des protocoles de ce genre-là. Dans le sens que il prend un port, il mappe à un réseau, puis il dit un tel réseau a accès à ce réseau-là, et etc. Donc, lorsqu'on parle de firewall à des gestionnaires ou à des trucs comme ça, eux, ils ont acheté l'idée, là, c'est un peu comme VPN, là, ils ont acheté ça, là, puis ils ont vu que c'était bon. Mais lorsqu'on arrive et qu'on parle de Web Application Firewall, là, on est plus dans de ce qu'on considère être un IDS ou un IPS, donc un système de détection d'intrusion ou un système de protection. Dans le sens que le WAF ne fait pas juste dire ben tu as accès au web ou non. Ça serait le firewall régulier qui ferait ça. Le WAF va vraiment analyser une signature que vous avez créée vous-même ou qu'une autre personne a créée. Puis, à mon avis, c'est dans exactement les mêmes principes qu'un IPS puis un IDS. Donc, mais au niveau marketing, même au niveau de la sémantique, lorsque vous cherchez sur le web, j'ai pas vu grand personnes qui ont fait de ce lien-là direct, mais moi, j'ai regardé des règles genre de IDS puis une règle de WAF, puis les deux peuvent être exactement la même. Donc c'est vraiment juste un firewall. On a utilisé le nom, c'est quand même le fun d'avoir un petit acronyme qui est accrocheur et tout ça. Parce que j'en avais pensé à d'autres comme WAIDS, c'est trop long. Donc, la partie implémentation, c'est un peu comme que je disais, on peut prendre un WAF comme étant une machine, donc soit du matériel ou soit du virtualisé. Les différentes manières de l'implémenter vont plus relever d'une décision qui est réseautique d'habitude que sécurité, je dirais. Malheureusement, là, parce que les décisions réseautiques ne sont pas tout le temps les meilleures pour la sécurité. On va le voir, là, il y a comme 2-3 slides après qui décrit plus en détail. Bon, le pont, le routeur, le serveur mandataire, oui, j'ai cherché sur Internet, sur le terme français, le reverse proxy, puis incorporé. Donc, merci à l'Office de la langue française du Québec. Donc, en pont, finalement, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai plus vu des bons vieux firewalls du genre, on utilise un BSD, on le met à quelque part dans un réseau, puis il passe d'une interface à l'autre. Donc, c'est le trafic va comme... bon, admettons que ça, c'est ton routeur qui est relié à Internet. Il va passer au travers, puis il va se rendre jusqu'à ton serveur. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'il est transparent. Puis c'est assez similaire dans le graphique, à part qu'on voit que la barre ne passe pas dessus avec la version routeur. Dans ces deux cas-là, si les choses ne sont pas faites très proprement, vous avez un point de défaillance unique ou une méthode finalement de passer à côté du firewall. Parce que à moins que vous en avez plusieurs qui sont redondants, etc., si vous avez ce qu'on appelle un bypass, ben finalement, s'il arrête de fonctionner, ben il n'y aura juste plus de protection. L'autre genre de système que j'ai vu aussi, là, oubliez pas que ça, on est vraiment au niveau réseau, là, parce que j'ai quand même un reverse proxy, puis embed, puis bien après, fait qu'on demeure au niveau réseau. Fait que c'est pour ça que je dis que là, on est très similaire avec un IDS puis un IPS. Parce que si je me trompe pas, d'habitude, on essaie ça comme ça, malgré que des fois, les IDS, on peut les mettre à côté sur un power monitor pour être capable d'avoir le trafic. Avec un WAF, ça, j'ai jamais vu ça. Le truc que j'ai vu qui se fait de plus en plus, genre, c'est le graphique en bas, encore là, que j'ai inventé. Genre que, finalement, vous allez avoir un routeur qui contient un module à l'intérieur qui sert de IDS ou de WAF lorsqu'on va faire du web. Puis dans ces cas-là, malheureusement, les choses que j'ai vues, c'est que c'est vraiment pas performant parce que l'engin est optimisé d'habitude pour faire du routing au niveau du matériel, puis les systèmes de détection, ils sont faits au niveau du logiciel. N'empêche qu'il y a probablement des bonnes solutions
qui coûtent extrêmement cher, qui vont fonctionner comme un routeur ou comme un pont qui va vous donner des bonnes performances. Mais moi, ça, je l'ai vu sur vraiment des grosses machines d'une grosse compagnie de réseautique. Puis la performance, j'ai pas aimé ça, même que j'ai jamais envoyé le go pour déployer, parce que ça n'a pas d'allure. Genre la latence que ça rajoutait. Puis aussi, vu que tu en as juste un, tu sais, même si tu en as plusieurs, à moins qu'ils soient load balancing, mais si tu en as plusieurs en redondance, il y en a tout le temps juste un qui va passer au travers du trafic. Fait que si tu as 200 serveurs en arrière, dans les différents setups qui sont là, ben, la charge, elle vient vraiment à être à un seul point. À moins que tu as quelques règles très légères pour faire une grille, tu sais. Présentement, souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est que tu as un peu très léger avec les attaques communes que tu as durant le mois. Tu sais, parce que ça montre un paquet d'attaques dans ce mois-là qui vont donner ça ralentit. Fait que tu peux soit décider de les enlever puis mettre ceux qui sont le plus communs à cette chose-là. Tu sais que c'est des attaques. Ouais. Puis après ça, laisser un WAF plus proche du software, parce que là, tu vas l'avoir aussi plus. Dans mes tests que j'ai faits, tu vas l'avoir plus pour ton application. Puis il n'y a pas grand consultant réseautique qui font ça dans mes tests que j'ai faits. J'ai essayé de le faire, ça, juste mettre une petite règle bien simple, ça me rajoutait une latence d'au moins 20 ms, ce qui est vraiment pas acceptable dans le cas qu'on a des sites genre que tu dois rajouter un 20 ms qui sert à rien, c'est impossible de vendre ça, puis ça montait jusqu'aux centaines, 200. Puis lorsque tu sais, il disait de pas le faire, mais tu pouvais le faire, mais il disait de pas le faire. En tout cas, si je mettais toutes les règles à on, là, c'était en 1 puis 2 secondes que la machine crashait. Donc, puis il n'y a aucun consultant en réseautique qui joue avec ça, parce que moi, j'ai de l'expérience des WAF, puis j'ai essayé de l'appliquer là-dessus. Je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il y a un engin dans le routeur qui fait la même chose. Fait que là, je vais pouvoir tout centraliser. J'ai essayé ça me rajoutait beaucoup trop de latence. Maintenant, les choses que je vois le plus, qui sont plus, je dirais, compatibles avec l'open source. Il y a moyen de faire ça. En passant, là, j'ai cherché vite, avec IPFW2 peut-être en BSD et avec iptables, là, ça je suis certain dans Linux. Il y a moyen de faire un WAF ou un IDS juste avec des règles. Si vous décidez de les écrire dans un langage de firewall, là, il y a moyen de le faire. Donc, si jamais vous êtes vraiment mal pris et que vous avez ça avec un iptable, il y a moyen de rajouter une règle pour pouvoir protéger vos applications web. Mais encore là, ça, j'ai vu ça très rarement. Donc, le truc que j'ai vu beaucoup plus, c'est le reverse proxy, lui qui vient devant et que il nous permet finalement de comme dire, ben, OK, je ne vais pas changer grand-chose dans mon architecture parce que j'ajoute de quoi de très semblable à un serveur web, puis je le mets juste derrière. Les avantages de tout ça est que souvent, des fois dans l'architecture, on a un serveur ici qui sort genre de load balancer ou un truc comme ça, puis qui va faire en sorte que vous l'avez déjà, fait que vous pouvez le rajouter à ce niveau-là. Par contre, il faut faire attention parce que si le répartisseur de charge est comme du HA proxy ou un truc comme ça, qui est pas vraiment genre un Apache en reverse proxy ou un truc comme ça, de rajouter une fonctionnalité de WAF dedans, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est très utile si, par exemple, vous avez un vieux serveur à l'arrière que vous ne pouvez même pas toucher, ou qu'il n'y a aucun WAF qui est disponible pour ce type de serveur-là, puis que vous voulez en mettre un devant, ben, vous rajoutez un reverse proxy. En virtualisation aussi, là, ça se fait très bien, parce qu'elle deviendrait, mettons, la machine qui serait au front, puis elle devient à l'arrière. Donc, disons que ça, c'est un truc lorsque vos moyens sont limités au niveau réseau, au niveau monétaire aussi, parce que oui, ils peuvent avoir des gros serveurs applicatifs qui vont coûter cher, puis qui font le reverse proxy, mais moi, j'ai vu plusieurs solutions qui font présentement ça et qui s'enlignent pour faire ça. La version que j'utilise le plus est la version incorporée, parce que elle, finalement, c'est de rajouter un module à l'intérieur de votre serveur web. La version que j'ai le plus
travailler avec, c'est Mod Security dans Apache, qui est maintenant disponible pour IIS depuis à peine un mois ou deux, je pense. Il y a une version aussi pour Nginx, je crois, qui est en développement. Donc, l'avantage du incorporé revient à revenir en arrière sur le désavantage des autres. Lorsqu'on fait ça, puis qu'on a du trafic SSL, si on veut le faire transparent, on peut pas vraiment observer le trafic SSL parce que les points de chiffrement sont entre le serveur web et le client qui est à l'autre bout ici. Donc, lui, il voit juste du trafic chiffré. Donc, il n'y a pas vraiment moyen d'utiliser le WAF lorsque ton trafic est chiffré. En version routeur, puis ici, même chose pour le reverse proxy, il y a des moyens de le faire avec un reverse proxy Apache dans le sens que si tu utilises le SSL juste sur ce serveur-là, puis ici, c'est du HTTP régulier. Donc, tu peux profiter de justement prendre un vieux serveur qui ne supporte pas HTTPS SSL, puis rajouter un reverse proxy dedans qui va servir de serveur SSL pour vos certificats ainsi que de WAF. Ça peut être pratique. Mais le problème que ça, j'ai vu avec ça, parce que oui, là, ça en a en cause, il y a des applications qui peuvent vraiment pas aimer ça, d'être servies en HTTP alors qu'elle est supposée d'être en HTTPS, puis que finalement, à cause que c'est un reverse proxy, l'application elle voit pas qu'elle est en HTTPS. Donc, si vous utilisez n'importe quel settings, comme exemple le flag secure pour les cookies, j'ai vu plusieurs frameworks qui avaient eu des problèmes avec ça. Fait que vraiment, il faut le faire des petits hacks dans le code. Fait que ça, c'est un peu assez discipliné. Surtout si vous n'êtes pas capable de du tout toucher au code qui est ici. Dans le cas de l'incorporé, lui, c'est vraiment facile parce que vu qu'il est à l'intérieur du serveur web, il est juste dans le processus après que le SSL soit fait connecter. Fait que vous n'avez pas à vraiment à vous en préoccuper. Les performances, ils sont distribuées dans le sens que le WAF va se retrouver partout sur tous vos serveurs. Fait que si vous avez 200 serveurs, vous avez 200 WAF. Qui vient avec le désavantage qu'il faut mettre à jour le WAF et gérer les différentes configurations. Au niveau de l'incorporé, une des autres raisons que j'aime ça est que lorsque vous implémentez un WAF incorporé, il est vraiment très près du serveur web et très près des applications. Fait que si vous avez des environnements locaux que les développeurs travaillent dessus, utiliser en incorporé, ben, ils peuvent juste installer un module puis déjà avoir le WAF avec les règles que vous avez décidé de mettre pour pouvoir déjà tester leur application. Parce que le mieux qu'on peut faire lorsqu'on implémente un WAF, c'est vraiment de le mettre le plus près possible des développeurs. Puis on va le voir plus tard pourquoi, parce que lorsqu'on gère les règles, on est mieux d'être proche de l'application que d'être loin comparativement au vieux modèle des vrais firewalls, des coupe-feu réseau, je peux dire. Donc, jusque-là, y a-t-il des questions au sujet des implémentations réseau ou y a-t-il des implémentations que vous avez déjà vues qui sont pas listées? En fait, si je comprends bien, la règle de base, c'est si on peut incorporer sans donner fonctionner. Ça dépend. Mais si tu as une graphe qui est balancée, oui. Il y a quand même cette hypothèse de balance. Oui, parce que le problème. L'affaire, c'est qu'avec les load balancers, souvent, tu mets le SSL sur le load balancer. Mais là, on revient encore aux règles. Lorsque tu déploies tes règles, puis que genre tu as juste un WAF pour tous les 200 serveurs qui sont en arrière, si tu fais une erreur, tu impactes tous les clients. Puis ça, c'est la pire affaire que tu peux pas faire. Moi, à toutes les fois que j'arrive avec un déploiement de WAF, c'est comme c'est ma priorité numéro 1, puis vous allez le voir dans les autres slides, ma priorité numéro 1, c'est de pas impacter la production. Parce que pour eux, ils sont comme la sécurité, ça sert à rien, la production, ça sert à tout. Fait que le moins possible que tu impactes dans ton choix d'architecture, le mieux que c'est, puis le mieux que ça va être accepté. N'empêche qu'il y a plein d'entreprises qui vont vouloir le faire, puis ça ne les dérangera pas trop, parce qu'ils n'ont pas 200 clients. C'est aussi d'ajuster aussi par application, des choses comme ça. Peut être très, très utile. Parce que ça permet, par exemple, rapidement, à un moment donné, il y a un bug dans l'application, le temps que
ça soit testé, non. Tu peux barrer l'attaque sur ce fichier-là, juste en restant une règle qu'on voit. On va le voir tantôt. Mais ça, c'est un avantage, mais mon désavantage là-dedans, c'est que si je me trompe, puis que, exemple, je veux aller corriger une faille sur, genre, un petit serveur qui est pas très important, puis que, oups, j'ai impacté le gros serveur web où est-ce que toutes les transactions qui passent dessus, puis là, il arrête de fonctionner à cause de ma petite règle niaiseuse qu'il y a une affaire que j'ai pas pensé. Parce que... c'est pour ça que le temporel est intéressant. Parce que tu peux ajouter ta règle juste sur cette application-là. Parce que tu peux rajouter des règles globales sur ton serveur, mais après ça, tu peux y aller par application. Tu peux y aller même par répertoire, tu peux y aller par... Là, tu commences à avoir une crédibilité qui permet que tu peux pas avec toutes les autres fichiers. Puis l'autre avantage aussi est que lorsque tu mets tout centralisé, mettons que ça peut faire beaucoup de logs qui se ramassent absolument tout à la même place. Puis là, on va dire oui, mais c'est séparé par le host en HTTP. Tu vois, il y a beaucoup d'attaques comme ça qui se font directement sur l'adresse IP ou qui décident de scraper le host juste parce que c'est ça l'attaque. C'est populaire, ça, ces temps-ci. Lorsqu'il y en a un central, tu vas voir l'alerte, tu vas faire comme OK, il était targeté là, puis à moins d'avoir un IP un pour un, les différents serveurs, tu ne sauras pas trop. Dans l'incorporé, tu vas le savoir, puis tu vas dire OK, genre comme c'est lui qui a été dans la cible, je dirais. Est-ce que ça a répondu à la question? Y a-t-il d'autres questions au niveau de l'architecture? Puis surtout, si vous en avez vu d'autres, je veux le savoir. Ensuite, mode de fonctionnement. Un peu comme j'avais dit au début, je voyais ça comme un IDS et un IPS, dans le sens que j'en ai une partie que c'est de la surveillance, puis l'autre partie que c'est de la protection. L'avantage de la surveillance puis d'obtenir des alertes puis des anomalies est que avec le WAF, vu qu'on est extrêmement proche de l'application, c'est on revient avec les règles parfois qu'on utilise à avoir un détecteur d'anomalies. Présentement, je peux vous dire que la majorité de mon travail, c'est de régler des anomalies plus que des problèmes de sécurité. Parce que je suis comme le seul qui voit sur une grosse architecture que, à quelque part, il y a encore un iPhone 5 qui scrape tous les paramètres d'une telle page. Il y a juste moi qui peux voir ça parce que c'est une anomalie, puis le WAF, il me lève un flag, il me lève un alerte, puis je le vois. Sinon, dans les logs d'erreur, tu le vois pas vraiment au niveau du serveur où ils sont comme genre dans 12 millions de logs. Donc, au niveau surveillance, c'est bien intéressant pour deux choses. La sécurité puis aussi les anomalies. Dans les deux cas, il y a de la surveillance. Le mode que j'appelle la surveillance, c'est le mode que je peux appeler soit passif ou en mode sécurité, ça serait detection only. Peut-être que d'autres sortes de WAF vont avoir d'autres noms pour ça, mais en gros, c'est juste qu'il va écouter pour le trafic, il va passer au travers de ses règles. Puis, c'est pour le développement des règles, il ne faut pas laisser. Il y a juste la surveillance, pas la protection. Puis, pour ceux qui n'avaient jamais vu les WAF avant, ni les DS, ni les IPS, là, en gros, là, genre, c'est juste des systèmes qui processent des règles, puis qui dit, est-ce que je vois, est-ce que je match une chaîne, ou etc. Là. Fait que c'est un système de signature qui sont plus complexes, mettons, que juste un antivirus qui va regarder juste pour un bout de code, admettons. On va regarder plus pour des patterns, puis des choses comme ça. Donc, dans la partie protection, ben là, ça, c'est lorsqu'on devient sérieux. Là, on peut bloquer des attaques dans le sens que si jamais il y a une nouvelle attaque qui sort sur PHP ou un truc comme ça, puis qu'elle a été déjà protégée par le WAF, ben le serveur web à l'arrière qui va exécuter le PHP, puis ça, c'est même aussi valide dans le cas de la version embed. L'attaque va être bloquée avant de se rendre à l'exécution. La beauté de ça, c'est que, puis ça, vous allez le voir dans ma présentation, j'en ai beaucoup des choses de même, il y a un effet pervers agréable, parce que oui, des fois, genre, ça peut être agréable. Lorsqu'on bloque des attaques, souvent, on va diminuer le load
sur les serveurs web à l'arrière. Parce que des fois, il y a des applications de lorsque on les hit avec genre une attaque ou une requête bizarre tout le temps, elle va générer des logs d'erreurs, elle va rouler des choses dans son code qui va faire que le log des différents serveurs vont vraiment être plus haut. Moi, j'ai vraiment observé ça que souvent, lorsque je passe en mode protection, puis que là, je dis OK, là, je bloque des choses, je me rends compte que le log, je me rends compte que le load baisse un peu au niveau des serveurs. Donc, ça, c'est intéressant. Au niveau de la protection aussi, le truc qui est vraiment populaire, c'est le virtual patching, dans le sens que là, c'est un peu comme qu'on disait, si vous avez une application que vous savez qu'il y a une faille dedans, il y a une injection SQL dans le paramètre ID. Sauf que vous ne pouvez pas modifier l'application, vous n'avez plus le code source, il n'y a pas de ressources disponibles dans les développeurs pour faire des déploiements ou pour aller faire du contrôle de qualité, voir si ça fonctionne par la suite, ou etc. Ben, on peut appliquer ce qu'on appelle des corrections virtuelles, qui sont finalement une règle du WAF qui est faite juste pour la faille que vous avez trouvée. Donc, on règle le problème dans le sens que l'attaque ne peut être faite sur l'application, sauf si on contourne le WAF ou si le WAF il se fait désactiver ou un truc comme ça. Donc, moi, généralement, je suggère pas de faire ça, mais sauf que j'ai déjà vu des applications en C++ où est-ce que le code source est à quelque part, on sait pas où, puis que ça prend 2 semaines à compiler parce qu'il faut qu'il y ait un gars qui apprenne comment ça marche. Les applications PHP. Puis là, moi, j'arrive, puis là, je vais écrire une ligne qui va dire protège de ce tel paramètre-là. Puis, déjà là, je vais avoir une base de protection. Je dis pas que lorsque tu écris tes propres règles, que tu ne feras pas contourner. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui sont possibles à ce niveau-là. Mais au moins, vous allez avoir des alertes. Dans le sens que c'est super rare qu'une personne qui veut vous attaquer va arriver et va faire comme je vais tout de suite commencer par essayer de contourner. Ils vont tout de suite commencer par essayer de mettre un guillemet après le 1 dans ID égale 1, puis ça finit là. T'sais. Puis ça, vous allez l'avoir parce qu'il y a la partie de surveillance qui vous pousse les alertes. Fait puis très généralement, c'est vraiment en fonction du type de règle genre, là, que vous utilisez. Ça, on va voir ça par la suite. Donc, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été bloqués par un WAF ou qui ont déjà bloqué à l'aide d'un WAF? Okay. As-tu été bloqué ou tu as bloqué? Okay. Puis, tu as bloqué quoi? Du virtual patching? Ou... Il y a aussi des façons de, selon comment les règles étaient, on se servait de la deuxième règle pour bypasser la première. Parce qu'il corrigeait, puis en corrigeant, ben, il mettait quelque chose qui était protégé avant. Ça, c'est une maison aussi, c'est de trouver, mais c'est pas facile. Puis, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des applications, finalement, qu'ils voulaient corriger parce qu'il y avait une faille et que ça a pris 2 semaines? Ça vous est déjà arrivé que ça prenne juste trop de temps pour une faille? Qui n'ont jamais été corrigés? Ouais, souvent, le truc que je fais est que, vu que la sécurité est gérée un petit peu à part du développement, on va le voir plus tard, j'ai comme un autre processus de déploiement. Puis, si l'équipe de développement n'est pas prête, moi, je le suis parce que je sais que j'ai juste une ligne à écrire. Parce qu'on a déjà tout préinstallé le WAF. Il n'y a juste pas les règles pour aller faire le virtual patching que je n'ai pas créé encore. Mais en gros, moi, j'écris une règle avec une regex dedans. Puis je peux aller me recoucher, puis on arrête de spammer de la pub de farm. Parce que ça, c'est un cas réel qui est arrivé. Puis c'était ça, j'ai fait comme, on peut pas mettre à jour, c'est juste trop compliqué. Il y a 10 milliards de modules qu'il faudrait qu'on change, etc. dans notre application qui va en arabe. Genre, j'ai comme fait, bon, OK, on a essayé, étape 1, maintenant, étape 2, je vais faire ça. C'est ça. Encore là, le danger de ça est que là, ils vont se dire, ben, OK, on n'a plus besoin de rien corriger. Fait. C'est pour ça que j'ai des parties qui expliquent vraiment l'évasion des WAF, puis qui disent, regardez, là, c'est facile. Puis, plus que j'en fais, plus que je doute des règles que j'ai écrites moi-même.
J'ai combien de temps déjà de la présentation? C'est un heure? Une demi-heure? On est jamais long. à cheval sur la table. C'est long. OK. Tu peux la faire 45 minutes. OK, parce que là, on est dans la partie philosophie, là, ça, je peux faire 2 heures si tu veux. Non. OK. OK. Les deux philosophies que je vois, puis là, c'est le moment de la présentation où est-ce que vous allez quitter parce que je vais dire que tout le monde a tort, juste moi a raison. Mais les personnes vraiment intelligentes sont d'accord avec moi, mais ils le font pas pour des contraintes d'affaires. Okay? Il y a la philosophie boîte noire et espérance qui est comme je vais acheter une boîte à 30 000 $, je vais l'installer et je vais espérer que je vais être protégé. C'est un peu la mentalité, je plug des buzzwords dans mon architecture. Fait que si WAF devient un bon buzzword comme VPN ou Firewall, vendu, il y a des gestionnaires qui vont faire ça. Il y a des équipes de IT qui vont dire, ben regarde, nous on a ça, des développeurs qui vont dire, ah, moi je me fie à ça. Tu bases vraiment sur l'espérance dans le sens que si jamais il y a une des signatures qui fit avec les failles que toi tu as, genre, c'est tant mieux. Mais lorsque l'attaque est ciblée dans ton application, là, ça, là, mettons, genre, ça a moins de chances de réussir. Aussi, il y a beaucoup dans les boîtes noires, il y a beaucoup moyen de les contourner. Puis moi, je le conseillerais juste seulement pour une surveillance. Si, mettons, vous voulez pas vous casser la tête, que vous voulez juste avoir genre une vue des attaques régulières ou normales qui surviennent, parce que ça, il y en a tout le temps, là, il y a des scans, genre, il y a vraiment des scans en tout temps de sur Internet qui vont passer sur n'importe quel site. Si vous rajoutez une boîte noire et que vous dites, ben, OK, je la configure pas trop, je la mets là dans un coin, ben, vous allez être quand même capable d'avoir des alertes et de dire, OK, là, on en a pogné un qui a essayé de nous scanner avec un outil, puis on l'a vu tout de suite dans nos alertes. Donc là, ça peut être pas intéressant. Puis dans le cas qu'on arrive avec de l'open source, ben là, on peut vraiment diminuer les coûts. Mais il y a vraiment moyen de payer très cher pour avoir ça aussi, puis de s'en servir comme ça. Si vous voulez vous fier là-dessus pour vraiment protéger vos applications, moi je dis bonne chose. La meilleure affaire que j'ai développée parce que ma paranoïa me permettait pas de faire boîte noire puis de dire à mes clients, je vous dis que ça va marcher. Genre, c'est boîte blanche et personnalisation. En gros, la meilleure là, que moi j'ai vu ça, on va le voir, je pense, c'est prochaine slide. La meilleure que moi j'ai vu ça, j'ai genre fait comme, OK, là, il faut arrêter de pas utiliser les atouts qu'on a. Okay? Les attaquants, ils n'ont pas nécessairement accès au code source, ils n'ont pas accès aux développeurs, ils n'ont pas accès aux logs, ils n'ont pas accès à rien. Moi, je peux avoir accès parce que je travaille pour vous, je travaille avec vous, je suis le gars qui va monter le WAF, mais en même temps, je peux discuter avec les développeurs, puis je peux aller fouiller dans les logs. Le gros avantage de ça, c'est que là, on peut voir vraiment de c'est quoi l'application qu'on a à protéger. Et non, juste de dire, je vais prendre des choses qui sont génériques, puis je vais les appliquer. Donc, il y a beaucoup plus de travail, mais au niveau monétaire, ici, moi, je dirais que c'est plus acheter de l'équipement, puis là, que ça serait plus d'investir dans du temps pour la personnalisation. Donc, puis ça, c'est la partie que moi, je suggère. Moi, je te dirais que c'est bien cool un ou l'autre, mais je ne vais pas penser que la boîte grise peut être assez intéressant aussi. Dans le sens, que tu as la boîte blanche pour vraiment bien protéger ton application des affaires et en même temps, tu veux surveiller et bloquer. Si tu vois que la personne scanne et envoie des attaques faciles, tu peux faire, ben là, c'est bien musique. Puis même si c'est pas des attaques qui marchent sur ton chose, tu sais qu'il est en train d'attaquer. Là, tu fais, ouais. Je te bloque, puis en fait, je bloque ton IP par 3 jours. Prochaine slide, on va voir ça, mais vous allez voir que dans le cas d'une boîte blanche, souvent, on n'a même plus besoin de règles avec dans des cas. D'autres choses comme être vraiment sûr que c'est une attaque et non pas, c'est des boîtes blanches, c'est oui que ça passe des choses, tu bloques des affaires, mais c'est pas nécessairement une attaque. Parce que là, tu fais la première partie, tu dis, oui. Et là, je protège contre les attaques qui sont irrégulières. Là, vous allez voir dans ma philosophie que dans tous les cas, je vais refou. Ici, je vais refou parce que je suis pas sûr de si ça va protéger. Ici, je vais refou là parce que s'il y a un byte de mal aligné dans une requête, je le vois. Puis il faut que je deal avec. Puis ça, là, c'est
très mauvais pour la sanité mentale. Parce que tu finis par voir des choses que juste toi qui vois, puis comme mon histoire du iPhone 5, c'est finalement, il scrape les amp-stamps, puis il met point virgule amp dedans. Il y a juste moi qui vois ça, puis il y a juste moi qui se gratte de même, puis qu'il faut qu'il règle le problème. Donc, c'est pour ça que je vais tout de suite passer au type de règle. Puis vous allez voir finalement le mix là, que je fais. Il y a des mix qui peuvent être utilisés boîte blanche, boîte noire, mais en gros, à chaque fois que j'implémente de quoi qui est complet, là, on voit mon set. Fait, le truc que vous avez là, je suis en train de dire exactement comment est-ce que je travaille. Si vous voyez une faille là-dedans, dites-moi-le. Il y en a sûrement. Mais on est vraiment dans la manière que je travaille. De ce que j'ai fait, c'est finalement, j'y vais vraiment avec, je vais monter mes propres règles. Fait que je vais vraiment boîte blanche parce que c'est moi qui le fais. Il n'y a rien qui m'empêche de charger des règles boîte noire aussi sur le côté, puis déloguer ailleurs, puis dire, OK, là, j'ai les deux. J'ai boîte noire en surveillance, puis j'ai boîte blanche en surveillance, puis en protection. Donc, j'ai une liste de surveillance. En gros, il y a des parties de certaines applications là, que je sais que que j'aimerais ça regarder de ce qui se passe avec de ces paramètres-là. Fait que je me rajoute ça. En gros, ma liste de surveillance, même lorsque je suis si on revient en mode protection, OK? Même lorsque je suis en mode protection, la liste de surveillance ne bloque jamais. Elle fait juste regarder. Fait que, peu importe le mode où est-ce que je décide de déployer mon WAP, donc soit en passif pour la surveillance ou soit en actif pour la protection, ben, j'aurai toujours une liste qui bloquera rien mais qui va me permettre de recevoir des alertes. La deuxième affaire que je mets, non, c'est pas la whitelist, c'est la blacklist. Parce que s'il y a des failles, là, ça, là, que je sais puis que je dois patcher rapidement, c'est, je vais avec une liste noire, puis là, je dis, OK, il y a un tel paramètre lorsque tu passes 2 au lieu de 1. Genre, là, ça coordonne, là, puis genre, là, ça donne accès au tableau. Ben, je vais juste faire une règle qui bloque le 2, puis ça va être fait. Ma règle va être doublée, finalement, parce que la chose que je fais après, c'est le whitelist. Le whitelist, c'est un nightmare présentement à implémenter parce que je crois pas qu'il y a beaucoup de solutions qui sont fortes pour faire ça. Donc, moi, personnellement, j'ai fait manuellement. Donc, dans des grosses applications, c'est beaucoup d'heures. Mais sauf que vous allez voir au complet la totalité des paramètres de toutes les applications. Donc, c'est vraiment bien des heures, mais il y a moyen d'utiliser, il y a moyen d'utiliser les logs, on est en boîte blanche, pour dire, ben, OK, je vais profiler mon utilisation normale de mon application, puis je vais l'appliquer. Il y a des outils qui sortent, moi je me suis codé un petit script qui fait pour moi, mais il y a des outils qui sortent, je pense que c'est Mod Security Profiler, mais il n'est plus vraiment maintenu, qui servent justement à prendre des logs et à dire, je vais te créer des règles en whitelist. Le gros avantage de la whitelist, puis là on revient à ma philosophie encore là, est que tu laisses juste passer les utilisations normales. Là, vous allez me dire, ah oui, mais c'est compliqué, puis etc. Effectivement, c'est pour ça que j'ai d'autres mécanismes qui viennent après, mais au moins, là, à ce moment-là, je peux du même coup voir s'il y a une application qui est bizarre ou pas. Parce que, tu sais, en même temps, j'ai beau faire des règles WAP, mais j'ai accès aux développeurs, puis je suis comme capable de dire, ouais, tu sais, il y a comme des paramètres bizarres, puis je trouve ça drôle que de ce paramètre-là, que c'est une commande shell qui passe, puis toi, tu l'exécutes, tu sais. Donc, tu peux te servir de ça pour dire, OK, là, j'ai un outil qui me permet vraiment de voir dans les détails de l'application sans vraiment ouvrir le code source. J'aime bien ça regarder dans le code source aussi pour être capable de voir les choses, mais lorsque je travaille au mode WAF, c'est vraiment, je m'arrange le plus possible pour regarder les entrants et les sortants. Dans le cas d'une whitelist, la raison pour laquelle je ne regarde pas dans le code est que ma dernière règle, genre, c'est du lot. Donc, si j'ai pas ajouté une règle qui spécifie oui, tu as accès à ça, ça ne passe pas. Donc, même s'il y a des fonctionnalités que je connais pas dans le code, qui sont pas documentées nulle part, ou juste parce que j'ai pas regardé le code, ben, ils marcheront juste pas. Je vais juste recevoir un alerte. Encore là, c'est une affaire qui rend les gens fous parce que c'est évident que tout change, puis que, tu sais, il y a des modifications à gauche, à droite, tu peux faire des erreurs. Il y a une fonctionnalité qui est utilisée une fois à tous les 6 mois. Des trucs comme ça.
Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté de ce que j'appelle les exceptions surveillées, qui sont finalement mon compromis lorsque je suis pas capable d'utiliser une liste blanche avec genre une application, par exemple, qui reçoit un post avec un gros formulaire, avec plein d'affaires. Puis j'ai vraiment essayé du mieux possible d'écrire mes règles pour le faire passer, mais je me rends compte qu'il y a un 5 ou 10% qui me semble légitime qui passe pas. Ben, dans ce cas-là, je vais quand même écrire ma règle en liste blanche, mais je vais écrire une règle qui va être finalement un bypass à la fin, puis qui va dire, ben, si tu vois de ce minimum de paramètres-là, laisse-le passer, mais log-le parce que la liste blanche, lui, elle l'a pas accepté de s'en logger. Donc, c'est une affaire ça, que je pourrais peut-être rajouter, c'est que la surveillance, elle log, la liste blanche, elle ne log pas. Parce que à la fin, j'ai une blacklist qui dit blacklist moi tout, à moins que ça l'ait passé au travers de la liste blanche. Donc, lui, il log, et à ignorer, ben, c'est encore là, c'est mon ami l'iPhone puis d'autres trucs comme ça que j'ai déjà vu, genre là, des fois des applications flash qui utilisent des paramètres, des trucs comme ça, ou des robots en Chine ou au Japon qui arrêtent pas de vous faire des requêtes, même si vous lui retournez n'importe quelle erreur que vous voulez, puis que finalement il remplit vos logs de n'importe quoi. Ben la ignore list, moi je l'ai trouvé très pratique pour ça. Puis là, à travailler comme ça, finalement on s'est rendu compte que j'étais pas mal plus agile, genre que le pas de développeur qu'on a pour maintenir les applications dans une affaire que plus personne ne sait comment ça marche. Donc, j'ai fini par avoir des règles qui sont expérience utilisateur. Il y a des petites affaires que tu peux faire comme retourner une résurrection et des trucs comme ça. Donc, s'il y a des fonctionnalités de ça qui sont brisées ou etc., tu peux utiliser le WAF dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur. Fait, au lieu d'avoir une grosse page blanche marquée erreur 500, mais tu peux le rediriger vers une page plus propre pour la faire comme ça. Puis ça, c'est un autre de mes affaires que je rajoute dans le but de vendre le WAF, puis que les gens ils veulent, c'est de dire, ben regardez, vous avez été obligé de faire un déploiement rien que pour faire ça. À date, pour l'instant, j'ai pas fait plus que des redirections pour le UX, mais je sais personnellement que tu peux changer des paramètres puis manipuler ta requête la manière que tu veux. Donc, s'il y a un bug à quelque part dans une application de Flash, mettons, qui a été déployée et qu'elle utilise le paramètre 2, mais elle devrait utiliser 1, puis il n'y a plus personne qui maintient le logiciel ni le Flash parce que c'était déployé dans 12 millions d'autres sites, tu peux utiliser le WAF et dire, prends le paramètre 1, puis quand tu vois ça, remplis ça par 2. Fait que tu peux améliorer ton expérience utilisateur. Puis ça, avez-vous déjà vu ça? Genre, un gars qui vous dit, moi, le WAF, je m'en sers pour le UX. Moi, d'habitude, je suis Model pour faire ça. Effectivement, tu peux faire exactement la même chose, même que tu pourrais faire, en fait, un WAF presque complet dans Mode Reward, si tu veux. Si tu as envie de saigner du nez, là. Moi, à chaque fois que je fais du Mode Reward plus compliqué qu'une chose que j'ai déjà faite avant, je suis obligé de le débugger. En WAF, je dis pas que c'est facile. Écrire des règles dans mode sécurité, c'est compliqué. On va le voir à la fin si on a du temps. Écrire des règles dans mode sécurité, c'est vraiment compliqué, vu que c'est des regex. Mais moi, vu que je parle couramment regex, mettons que ça me vient tout seul, mais une personne qui est pas fluent en regex va comme faire, ouais, ok, c'est complexe. Donc, des petits trucs comme ça. Y a-t-il des questions au niveau des règles? Des affaires que vous voulez savoir. Là, vous voyez que mon expérience est vraiment je suis le gars qui écrit mes règles et non boîte noire. Je suppose qu'en boîte noire, vous pouvez faire ça, mais j'en ai jamais manipulé assez à part le type à l'intérieur d'un bouton. Donc, tu sais, une boîte noire qui sort juste de WAF où je pense que tu peux tout appliquer ça pour appliquer tes propres règles. Mais il y en a peut-être que non. Il y en a peut-être qui disent non, nous, tu dois appliquer exactement nos règles, sinon on ne supporte plus ou on en fait comme ça. Fait que dans ce cas-là, ce genre de ça, c'est comme finalement, je suis en train de leur dicter leur travail à eux, mettons. Alerte et rapport. L'autre partie qui est intéressante, c'est justement, on peut avoir des alertes, puis ça, j'en ai parlé quand même pas mal tantôt, c'est dès qu'il y a une tentative d'intrusion ou une anomalie ou n'importe quoi,
il y a moyen de recevoir une alerte au niveau central, dans le sens que tu peux avoir un serveur centralisé qui reçoit des alertes, et ou dans les journaux. Moi, je fais tout le temps les deux. J'ai une partie qui log dans les journaux, puis j'ai une partie dans une console centrale. L'avantage de la console centrale, c'est que tu peux avoir une belle interface web qui te permet de chercher. L'avantage des journaux est que tu peux les garder vraiment longtemps puis les archiver, puis à la limite les réutiliser plus tard pour les re-rentrer dans une console. Quand je dis que c'est important pour la sécurité puis pour la fonctionnalité, c'est justement à cause de mes règles. Un des effets qui est vraiment néfaste, disons, d'un WAF, c'est vraiment d'avoir, puis là, ça, je les mélange tout le temps quand j'ai pas déjà réfléchi, là, mais des faux négatifs, des faux positifs. De ce que je veux dire par là, c'est si vous bloquez une utilisation qui est légitime, c'est extrêmement important d'avoir les alertes puis de les suivre dans les journaux puis la console centrale. Parce que c'est vraiment la chose qui font fuir les gens si on arrive, on implémente un WAF, puis le pouf, il bloque des affaires. Puis la beauté de la chose, c'est lorsqu'on est vraiment, on a le nez dans notre console centrale, dans nos journaux, là, on s'en rend compte avant les clients, les développeurs, les gestionnaires de projet, avant tout le monde, parce qu'on l'a presque à la minute près. Eux, ils ont comme un feedback par email ou un truc comme ça, fait que ça peut prendre du temps. Fait que, ouais, s'il y en a un, mais la plupart du temps, quand il y a une grosse fonctionnalité qui fonctionne pas, ils vont comme faire « Oh non, le site ne marche plus, au secours. » Donc, je préfère vraiment tout le temps faire un suivi qui est constant. Oui, c'est bon pour la sécurité parce que là, tu sais que tu as eu des tentatives, etc. Mais c'est encore plus important pour la fonctionnalité parce que il y a personne qui veut un WAF qui les empêche. Qui les empêche de faire des opérations irrégulières. Puis plus que tu sécurises, plus que tu risques de bloquer des choses. Fait que la balance entre les deux, si tu veux la suivre la plus haute possible pour la sécurité, tu dois vraiment être proche. Être proche de tes... Fait que ça, c'est un peu de ce que j'appelle niveau de protection, là, dans le sens que plus que tu te protèges, moins que les fonctionnalités risquent de bien passer et où risquent d'être sûres. Ça, c'est le standard avec à peu près n'importe quoi, je pense, dans sécurité. On a-tu des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à ici? Je prends des périodes de questions comme ça pendant parce que j'ai tendance à faire des choses extrêmement chargées. Puis si vous pensez que c'était chargé à date, attendez de voir là. Je sais. Il y en a-tu qui ont déjà vu un WAF? Puis si oui, j'aimerais ça savoir de c'est quoi le nom où on a vu. OK. Mode sécurité, tu l'as vu implémenté sur Apache? Des exemples. Okay. Il y en a d'autres ici qui ont déjà vu ça en production. Ouais, mode sécurité. Mode sécurité. Il y en a un autre, je sais. Il était tellement poche que je pense que c'est plus facile de s'en servir que faire ça. C'est un des problèmes de beaucoup des WAF, parce que quand tu trouves des façons de les attaquer, tu peux aussi te servir de quelque chose que tu peux attaquer. Fait que, faut que tu sois ça, c'est vraiment stable. OK. La sécurité avait pas de problème, à part que peut-être quand la sonde a commencé. Parce que là, c'était. Tu pouvais faire cracher une machine. Et même irrémédiablement, il fallait que tu la formates. Maintenant, c'est rendu stable, mais je dois avouer. Stable. On a eu des problèmes, par contre, avec la stabilité au niveau de la collection des logs. Ouais. Le fameux mlogc, là, pour ceux qui touchent en mode sécurité. On a eu des problèmes. J'ai essayé d'aider un peu pour le corriger, mais c'était pas évident. Puis là, supposément qu'il n'y en a plus, malheureusement, j'ai même plus le droit d'utiliser la collection en production. Okay, parce que c'était le processus qui ramasse les logs et qui est poussé à mon serveur central avait une tendance, une fois de temps en temps, à prendre 100% du processeur.
Ça, les administrateurs système, ils n'aiment pas ça quand il y a une application qui fait pas grand-chose, prend 100% du processeur de tout leur serveur. Puis sur le site de Wasper, il y a une belle liste une belle blacklist pour justement pour automatiquer. Ah oui, tu parles de c'est Core Reset. Ce qui sont en fait, en utilisant ça, c'est vous revenez avec la partie boîte noire, comme que je parlais tantôt, genre qui était comme de dire, finalement, tu prends des règles, tu les charges dans Mod Security, c'est tout. Il y a moyen de quand même jouer avec les règles, d'en enlever, puis de jouer avec les niveaux de protection, les trucs comme ça. Là. Fait qu'il y a moyen de jouer avec. Les règles, ils sont bien faites, ils sont révisés. À là, je ne l'ai pas encore vraiment implémenté dans le sens que je l'implémente à des endroits où est-ce que je veux regarder, mais j'ai jamais implémenté vraiment pour protéger. Non, c'est ça. Juste pour surveiller. Moi, souvent, je m'en sers, en fait, sur les sites, on a vraiment des attaques. Mais que tu vois que c'est du scan, des choses comme ça. Donc, ça, tu les détectes, puis là, on a mis, tu sais, ok, regarde, là, ça fait comme 5 attaques, puis j'envoie direct à mon firewall, ben, regarde, ça, sur cette IP-là, tu me le bloques pour 3 heures, là. Puis, avec ça, je réduis 90% de mon trafic en faisant ça, tu sais. Quand il y a des gros. Parce que tout le temps, des pics d'attaque, c'est comme. Quand tu as ces pics-là, c'est comme 90% des attaques, et même pas de choses subtiles, ça devient super chiant. Puis en faisant ça, ben, ça nettoie toutes ces attaques-là. Puis le reste, ben là, après ça, c'est ça, la whitelist, ben là, ça va vraiment coûter pour l'application humaine. Tu sais, ça fait juste un pré-ménage. Oui, parce que. Comme la majorité des attaques, sauf que c'est des attaques vraiment sur ton site, c'est des attaques random. Ben. L'important avec le Core Reset, ça, c'est vraiment que c'est justement, genre, c'est pas de quoi qui est fait pour des applications en particulier, mais c'est fait pour des attaques en particulier. Faites attention parce que moi, il y en a une fois que j'ai dû enlever parce que fallait que je l'accepte pour l'application, des choses comme ça. Pas quand même, toujours vérifier. Puis, j'accède aussi sur un projet d'un pote qui donne toutes les attaques de la semaine. Puis avec ça, ben, tu peux ajouter ces attaques-là. Tu peux les rajouter souvent, même temporairement, pour pas avoir trop de règles. Il y a des choses, franchement, ma sécurité, c'est vraiment super bien fait. La seule affaire, lorsqu'on est plus en liste blanche, en whitelisting, c'est en fait pour ça, genre, comme que c'est des règles qui datent du temps de mode rewrite quasiment. Dans le sens que le système n'est pas fait pour ça, puis moi je suis obligé de me débrouiller avec des GoTo, des choses comme ça dans mes règles, donc il va faire des trucs plus complexes. RB, supposément, va corriger ça. RB se trouve d'être une partie du groupe de mode security qui a quitté depuis que c'est par Trustwave. Depuis que ça a été acheté par Trustwave, il y en a comme une gang qui était de chez Calis qui ont déménagé là, puis qui ont parti R&B. Ça, c'est dans les choses à observer. Puis j'ai parlé un peu à les développeurs, puis ils ont dit qu'effectivement, le whitelisting, même les gens de mode security, ils savent que c'est de quoi qui est difficile à faire. Puis il va probablement avoir comme un mode security 3.0 qui va être plus axé vers ça, puis j'ai l'impression que R&B vont s'en aller vers ça, parce que si R&B recommence à être pareil comme mode security, je pense que ça va rien amener. Puis, mais ils veulent vraiment faire la même affaire, genre c'est un WAF, là, puis je pense même qu'ils vont le faire comme module, la même chose que Mode Security. Mode Security, en passant, je l'ai dit tantôt, là, mais c'était il y a plusieurs versions, il y a comme Apache, IIS, puis Nginx. On va retourner à ma présentation, il me reste 15 minutes déjà. Ah, pour vrai? Ok, on va avoir le temps de s'amuser. Donc, après ça, mettons que j'ai dit que c'était long, mais c'est juste que là, on est dans les slides parce que j'ai décidé de mettre du texte, parce que ça, c'est dans ma méthodologie de développement des règles. Dans le sens que, lorsque je me focus à faire des règles de liste noire, il y a des étapes que je fais, puis d'habitude, c'est sûr. C'est, tu vérifies tes applications, puis tu ramasses les failles qui sont connues. Après ça,
tu crées les règles pour corriger de ces failles-là. Ça, c'est encore là, assez simple lorsqu'on comprend la sécurité. Évidemment, une personne qui comprend pas la sécurité peut pas arriver et dire, moi, je vais développer des règles en liste noire, plus ou moins. Ensuite de ça, des tests en mode de surveillance. Donc, autrement dit, lorsque je déploie mes premières règles pour corriger les failles, je vérifie avant, en production directement, parce qu'il y a mieux que ça, pour voir si mes règles vont pas bloquer des choses qui devraient. Évidemment, je vérifie les alertes. Puis, lorsque tout ça est fait, puis que j'ai laissé rouler pendant un nombre de temps qui me tente, tu sais, souvent quand une faille est là depuis 8 ans, de le faire rouler en mode de surveillance pour un mois ou deux, je suis comme, la faille est là depuis 8 ans, un mois ou deux, on est-tu pressé ou pas? Si tu es pressé puis qu'elle se fait exploiter présentement, c'est comme, paf, puis tu le testes tout de suite, puis tu peux utiliser les logs, puis tu prends les logs d'accès et puis tu les replays dans le serveur pour vérifier tes règles. Ça, c'est ce que je fais. Si je suis vraiment pressé. Même lorsque je suis pas pressé, je le fais, mais je rajoute toujours l'étape vérifier les alertes. Vérifier les alertes après être en surveillance. Ensuite de ça, c'est passage en mode protection. C'est simple. Dans mode sécurité, c'est juste de le mettre à on. C'est aussi bien que ça. Ensuite de ça, c'est le suivi des alertes pour 2 raisons. Il va y avoir des changements imprévus dans la production. Donc, ils vous le diront pas, même si vous avez spécifié qu'il faut absolument que toutes les requêtes de changement passent par la sécurité. Ça n'arrivera pas. À quelque part, il y a un consultant qui va utiliser un affaire qui a vu que ça marchait il y a 2 mois, puis que la semaine même que vous déployez le WAF, il va le faire. C'est encore là, c'est l'histoire vraie. Évidemment, pour voir les attaques. Fait que tu fais ton suivi. Puis tu prends tout ça, puis tu le refais itérativement pour faire la mise à jour des règles quand l'application change, s'il y a des nouvelles attaques et tout, etc. Niveau liste blanche, il y a encore beaucoup de texte, mais c'est la même chose presque. Tu as besoin d'avoir une période que tu analyses le trafic légitime puis que tu le collectes. Souvent, les logs d'accès vont juste vous donner les get, puis pas les posts. Donc, une des raisons pour laquelle je l'ai mis là, c'est que souvent, j'ai une période qui est comme, durant 1 mois ou 2, je me sers du WAF lui-même pour ramasser du trafic légitime, pour pouvoir l'utiliser dans ma création des règles. Donc, là, ça, c'est la partie profit des applications. Fait que, là, ça, c'est ce que je dis. Je suis pas obligé de penser à sécurité. Je suis juste obligé de penser à, je veux me faire des règles qui font en sorte que ça passe. Donc, je profile mes applications, puis je sais exactement qu'un tel paramètre veut une telle value. Et je crée mes règles comme ça. Encore là, les tests, c'est la même chose qu'avant. Vérification des alertes, c'est encore la même chose. Changement de connexion, c'est la même chose. Dans le suivi, j'ai rajouté les anomalies. Parce que on peut voir des anomalies avec une blacklist, mais en whitelisting, avec la liste blanche, c'est vraiment là que tu vois tous les petits détails, puis que dans ton suivi, tu vas le voir. Fait après ça, tu peux décider de dire, ben ok, je décide de rajouter un bypass ou non de l'ignorer, parce que je sais que c'est une cochonnerie qui vient de la Chine, qui me tanne. Fait que, tu sais, il y a moyen de revenir dans le type de règle puis d'échanger. Oui. OK. Là, on parle dans la partie de test, finalement. Ben, ouais, OK. C'est dans le sens de pouvoir voir, finalement, de ce qui a été demandé, genre, ben, de ce qui a été dit, genre, que c'est de rajouter, voir l'impact que une règle a sur l'ensemble de tes systèmes, mettons, l'ensemble des logiciels et puis des applications qui roulent, disons. OK. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Parce que ça, l'impact, ça, tu le vois juste, ben, c'est finalement, genre, là, c'est lorsque tu fais des tests en mode de surveillance, tu devrais les voir là. Parce que rendu au suivi, il est trop tard. Ben, tu pourrais les voir au suivi, mais mettons que ça paraît mal de comme faire comme ouais, je m'en suis rendu compte juste 3 mois après. T'sais. C'est mieux le plus possible d'avoir des bons tests, de soit de le mettre en mode de surveillance ou de rajouter du trafic dessus, puis là de pouvoir voir, OK, est-ce que j'impacte vraiment de quoi? Si les alertes se font ramasser comme il faut, là, c'est vraiment pour ça que lorsque j'arrive avec
avec la console centrale et les journaux, parce que je me suis déjà fait avoir une fois, je regarde les deux. Pour être certain que je bloque pas de quoi que je devrais pas. Parce que ça, oui, là, genre, là, ça, c'est une chose qui peut arriver, malheureusement. Surtout si on est dans un système qui est central. Y avait-tu d'autres questions ou d'autres commentaires sur les méthodologies? Oui. OK. Bon, OK, donc là, si je comprends bien, c'est finalement, genre, le WAF deviendrait comme un outil pour indiquer finalement s'il y a des attaques puis vers quoi qu'elle est dirigée, c'est ça? OK. Dans la partie, dans ma philosophie de le voir comme un IDS, moi je le vois comme ça, genre là, c'est évident. Je suis peut-être passé un petit peu vite, parce que la bonne nouvelle est que si tu bloques une attaque puis que tu la vois, OK, puis que tu vois là, genre vraiment là, que tu as tout bloqué, ben, au niveau des règles, toi, là, tu n'as rien à faire. C'est évident qu'après ça, dans ton processus de sécurité, là, tu dois dire, OK, ben là, je m'ai levé un flag de parce qu'il y a une telle adresse IP, par exemple, qui a voulu attaquer un tel site. Ben, si c'est une grosse équipe qui s'occupe du réseau, ben là, je vais dire, est-ce qu'il y a eu genre un scan de port de sur votre IDS, puis tout ça, fait que tu peux faire comme la corrélation de log, puis des trucs comme ça, puis les rajouter dedans. La plupart, je pense, des gros systèmes ont ça, tu sais, genre comme qui se branchent dans un système de log central, puis qui font en sorte que le WAF va reporter, puis que tu peux corréler puis faire le suivi. Puis en même temps, évidemment, lever un flag pour dire, ben, OK, il y a de ce client-là qui a été attaqué. L'affaire là-dessus, vraiment, parce que je suis sur le terrain depuis une couple d'années, puis l'affaire qui arrive le plus va pas être une attaque qui va être dirigée, va être une attaque qui va être plus horizontale que verticale. Fait à la verticale, genre, c'est une attaque qui dit, ben, moi, je veux rentrer dans ton application à toi, tu sais, je veux cibler de ce client-là, mettons. Dans l'horizontale, genre, c'est le gars en République tchèque, lui, qui a trouvé une faille puis qui la scanne partout, puis qui essaie de l'exploiter, ou un robot qui se spread via un CMS open source, j'ai déjà vu ça, puis qui rentre dans les choses. Fait que ça, tu peux le voir dans ton WAF, mais c'est comme, tu vas vite arriver à dire, OK, je suis habitué de le voir, fait que moi, je décide de l'ignorer, parce que je suis comme un petit peu tanné de voir Woot.Romania passer dans mes logs. Pour ceux qui regardent les logs à longueur de journée, vous venez de comprendre la joke, là, mais donc, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire autre chose qu'autonomie de bloquer? Est-ce qu'on peut rediriger sur la bande passante? Oui. Tantôt, lorsque je parlais d'expérience utilisateur, elle peut être agréable ou désagréable. Fait que là, de ce qu'on me demande, c'est genre, finalement, genre, c'est comme, est-ce qu'on peut faire autre chose que de juste bloquer ou allouer une requête? Oui, tu peux. Il y a même moyen, je pense, de le plugger dans Fail to Ban ou une affaire comme ça pour pouvoir justement le rajouter à un autre niveau que le WAF. Dans le WAF, je ne sais pas s'il y a... J'envoie dans tout ce qui est la whitelist, ça fait un certain chose, je l'envoie, puis je sais qu'envoyer direct au firewall, puis au début du réseau, puis puis en plus, on accumule avec le temps, fait que si ça fait 5 fois qu'il est banni sur 2-3 heures, on a une semaine, on peut... Dans mode security, moi je peux dire que j'ai déjà vu... Tu peux te connecter avec ces outils-là pour faire ce genre de choses-là. Fait que oui, tu peux l'envoyer vers un autre site, tu peux faire un paquet de niaiseries. Mais mieux que ça, moi j'ai déjà vu, c'est un produit, genre que j'ai vu la présentation à Black Hat, genre que finalement, genre c'est... genre, il rajoute un message, puis ça, tu peux le faire dans mode sécurité. Admettons là, que une personne comme essaie de jouer avec des paramètres, ben toi, tu peux injecter une boîte rouge, mettons, dans ton HTML, puis qui dit « Ah, t'es en train de me hacker, puis je te vois. » tu sais. Fait, tu peux faire ça pour jouer avec l'autre côté. Oui, on peut aussi modifier ça. Le désavantage de ça est que là, tu diminues les performances de beaucoup.
Mais oui, il y a moyen de faire ça parce que il y a moyen genre d'utiliser ça pour aussi détecter des attaques. Il y a des mécanismes qui utilisent de ce genre d'affaires-là, puis qui dit, moi, je vais regarder la réponse qui vient après, puis c'est comme ça que je détermine le système d'attaque. Donc, ouais. Puis, ouais, dans Mod Security, là, c'est vraiment ça, tu peux vraiment altérer le body en fonction des règles. Dans le cas de le ralentir, ça, tu parlais plus, je pense, pour faire comme un genre de tarpit ou un truc comme ça. Oui, par exemple, plus la personne va se connecter rapidement, plus la façon c'est vraiment un risque aussi. Je ne sais pas par cœur, mais il me semble que j'ai vu ça dans la doc de Mod Security que genre, ben, tu peux faire du throttling ou une chose comme ça, mais leur utilité, elle était pas pour ça. Elle était pour un attaque, tu sais, à la slow loris pis des trucs comme ça, dans le sens que, genre, c'est comme un truc qui était vraiment trop lent, ben, Mod Security le bloquait. La raison pour laquelle je ferais pas ça en prod, même si ça a l'air le fun, c'est que en production, lorsque tu fais ça, tu vas garder un processus de ton serveur web ou de ton WAF si c'est en proxy roulé. Fait que si tu prends 30 secondes, tu vas le laisser ouvert puis tu vas comme laisser un 30 secondes à l'autre. Finalement, donc, tu vas comme ouvrir un attaque de lorsque tu fais ça, qui est l'attaque qui veut dire, ben, moi, je vais t'ouvrir un attaque de sur 200 choses qui sont différentes, puis là, toi, tu vas attendre 30 secondes, fait que je vais utiliser tous tes processus, fait que c'est un donné de service rendu. Donc, ça, il faut faire attention dans des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que moi, je priorise vraiment, c'est comme de dire, ben, OK, c'est une réponse tout de suite, on laisse passer un bloc où on peut altérer, ou on envoie à un autre système, puis que là, lui, de manière asynchrone, il fait ça. Donc, l'envoyer une règle vers le firewall, que ça, c'est dans ton firewall que tu peux le faire, là, ça serait peut-être mieux, ou du fail to ban qui permet de le bloquer avant même, genre, que ça vienne dans ton web server. D'autres questions? Malgré qu'on va faire la conclusion, puis après... Donc, mes conclusions ben, sont que un des points que j'aime bien, ben, vu que on entend beaucoup parler de la sécurité, ben, il y a aussi les autres utilités, comme j'avais dit, dans le sens que tu peux utiliser ça pour améliorer ou ne pas améliorer l'expérience utilisateur. En fonction de n'importe quoi au niveau du protocole HTTP. Tu peux détecter des anomalies, ce qui est une partie du QA qui est intéressante, dans le sens que en ça puis des erreurs log, ben c'est comme un petit peu plus précis que des erreurs log. Et les traces en profondeur. Ça, c'est bien important parce que des fois, lorsque tu détectes des anomalies, tu vas comme avoir une trace, puis ça, je vais vous montrer tantôt sur un peu de temps, puis tu vois toute la requête HTTP au complet. Fait que c'est pas mal mieux de faire du débogage d'application, genre là, que d'être là, puis de dire, wow, ok, là, j'ai vu que c'était un post dans mes affaires, puis ça a scrappé quelque chose, ben le WAF permettrait de faire ça aussi. Ensuite de ça, il faut faire attention aux différents contournements des règles. Fait qu'il faut vraiment prôner le fait qu'il faut corriger les applications, puis que le WAF est là vraiment comme soit un dernier recours, un moyen de gérer des alertes, faire une protection qui est temporaire, mais vraiment de garder l'emphase là-dessus, là, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut être bypass ou que le WAF peut carrément être mis à off. C'est ça. J'ai beaucoup de bonus. Je me rappelle même plus. Ok, lui est intéressant. Ouais, allez-y. Êtes-vous tous fluents en regex? Parce que je peux faire ça en... De ce que je vais vous expliquer là, rapidement, de sans qu'on soit obligé de comprendre les regex, c'est Ivan Ristic au dernier Black Hat qui a réalisé un truc qui expliquait comment finalement bypasser les WAF. Au niveau du contournement, lui, dans son exemple qui était super populaire, que les gens, à mon avis, ont comme un peu laissé tomber, c'est que il suffit beaucoup de sur le fait que tu utilises une directive de location dans Apache qui veut genre dire juste de pour cette location-là. Donc, il y a
utilisais finalement un truc comme ça ici, qui est de dire, ben, moi, je joue un peu avec la requête pour qu'elle rentre pas dans le location, puis si toi, tu utilisais ta règle à l'intérieur du location, ben là, je viens de bypasser finalement. Tu sais, la règle est bonne, elle est complète, mais c'est à cause du location. Donc, il y avait beaucoup de points qui étaient là-dessus dans son paper. Aussi, utiliser le point virgule, genre c'est une nouvelle mode qui est bien populaire parce que ça dépend de tous les serveurs ont un moyen différent de gérer ça. Dans ce cas-là, ici, genre, comme que c'était vraiment avec une règle, là, genre, là, on regarde, quand, admettons, une règle de mode sécurité que il regarde juste pour le file name, puis il dit que c'est ça. Ben, en rajoutant ça ici, ben, le file name ne sort pas pareil dans mode security. Donc, genre, c'est vraiment aussi en fonction de l'implémentation du web, parce que c'est comme la même game, finalement, genre, que n'importe quoi en sécurité. Genre, si tu regardes l'injection, puis tu dis, OK, lui, il parse de telle manière, lui, il parse de telle manière, lui, il parse de telle manière. Dans notre cas, on a le serveur web va le parser d'une manière, après ça, le web va le parser d'une autre manière, après ça, l'application le parse d'une autre manière. Fait que tu peux avoir 3 moyens de parser les choses, puis c'est comme ça que tu peux faire du bypass de ce type-là. De ce qu'il a fait aussi pour bypasser mode sécurité CRS, il a juste utilisé ça. Parce que lorsque tu envoies du multipart mode sécurité, il dit, ben, OK, genre, c'est comme un fichier où je vais regarder de jusqu'à là pour dire que ça, c'est ce paramètre. Pour ceux qui connaissent plus HTTP vont comprendre, sinon, malheureusement, j'ai pas le temps d'expliquer, là. Mais en gros, c'est, au lieu d'envoyer un content type qui est normal, il a envoyé un multipart comme ça avec le boundary à 0. Puis dans mode sécurité, leur parseur était comme, oh, 0, moi j'arrête. Ben, dans le serveur web et dans l'application, non. Fait que ça continuait. Fait qu'il réussissait finalement à bypasser au complet toutes les règles. Puis ça, c'est la partie que j'appelle le beaucoup de son exploitation. Ensuite, mettons, c'est un de mes personnels. Je me rappelle plus de si c'est à cause de moi qu'elle est là. Je suis pas trop fort pour obtenir les crédits, là, mais au début, elle était pas là. Ça vient dans mode security, le base config. De ce qu'on avait avant était que le PCRE limite exceed, là, ça c'est lorsque il y a une regex qui est dans une règle, puis qu'elle la celle de matcher, une regex, elle peut se faire avoir puis être en déni de genre elle peut se faire avoir, déni de service, puis finalement, tu viens de faire planter ton serveur à cause de ça. Donc, dans mode sécurité, il y a ce qu'on appelle le PCRE match limits qui vient dans le PCRE puis qui dit lorsque tu as matché tant de loop, ben là, arrête, parce qu'on veut pas que tu processes une regex pendant une minute. T'sais, on veut que tu aies un maximum de temps de loop. Donc, il y a une fonction dans mode sécurité où est-ce qu'on peut ajouter ça. L'affaire qui arrivait était que lorsqu'on trouvait des regex qui mangeaient les points de genre un point étoile ou n'importe quoi, un backslash W+, ben, puis il y en a des pires que ça, là, c'est quand tu fais un backslash W+, tu le manges avec genre un nom d'affaires, genre, mettons un dash régulier, juste le backslash. Puis de même, ben là, ça, on rentre plus dans le déni de service, mais même avec des trucs comme ça, il y a souvent des règles que j'arrivais à bypasser parce que mode sécurité, il disait erreur. Par défaut, il bloquera rien s'il dit erreur. Fait qu'il dumpait une erreur dans les logs, mais il processait la requête quand même. Fait que là, ils ont rajouté une règle qui est la suivante, qui dit lorsque tu vois le erreur, stop. C'est juste ça qui était rajouté. Mais ça, je bypassais bien des choses. Puis il n'y a pas grand monde qui y pensait. Là. Je l'ai fait durant le dernier ACOS qu'on a eu, un an et demi. Puis il n'y a personne qui a pensé à faire ça à ce moment-là. Ils ont tous trouvé d'autres moyens de bypasser, mais celui-là, il était comme... Ah. Puis moi, je l'ai découvert juste en regardant des règles qui étaient mal écrites. Puis les erreurs, puis j'étais comme « Ah, mais c'est quoi ça? » Puis j'ai exploré un peu plus loin, puis je me suis rendu compte que c'était un moyen assez facile de bypasser, finalement. Tu rajoutes plein de A dans une requête. Puis c'est tout. C'est bon, c'était la façon de faire l'enfant planté, en fait. Il y avait certains mois plantés. C'est ça, si tu mettais, genre, tu dépensais un nombre de caractères, je pense à 5 000, tu plantais. Tu écrivais un message dans un problème, tu pouvais planter.
Mais est-ce que c'est passé la requête lorsqu'il plantait? Il plantait. OK. Placement de sécurité, il est quand même assez solide. Il plantait pas, mais il laissait passer la requête. Mais c'est sécuritaire, ça. Ouais. De parce que t'es bloqué. Ouais, mais bon, s'il n'y a plus personne qui peut l'utiliser après, c'est pas. J'avoue que si tu pouvais mettre un shellcode dedans aussi, ça serait pas très très sécuritaire. C'est un beau début de service, là. Ouais. Ouais. C'est super facile, là. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a un intérêt d'utiliser la sécurité, par exemple, pour analyser les réponses du serveur? Oui, il y a déjà un peu de recherches qui ont été faites là-dessus. Moi, j'ai pas joué beaucoup avec ça, pour être franc. Dans les recherches, genre c'est super simple. Regarde si une page qui est pas supposée d'avoir un script dedans, elle te retourne un script dedans. Donc, c'est un XSS. Fait que de même, tu pourrais arriver à bloquer des XSS persistants, non pas à l'attaque, mais à la sortie. Genre au output. Donc, c'est un exemple, ça, que j'ai vu, genre, là, comme qui était utilisé. Qui disait, moi, je regarde dans l'output. L'autre chose aussi que je fais, c'est que je fais je mets une règle qui fait que souvent, quand je suis en développement, j'ai de l'information que je mets dans mes embêtes pour dire, OK, envoie-moi des trucs à la console, des choses comme ça. Fait que si je vois ça, je sais que l'application pour X saison est vendue en mode développement, même si on devrait être en production. Des choses comme ça, tu peux t'en servir. Je suis pas sûr que c'est les XSS, les trucs comme ça. Ben, les erreurs SQL, si, mettons, tu as un MySQL erreur qui est outputé puis que toi, tu veux monitorer ça, tu pourrais. En y allant comme ça, tu sais, c'est n'importe quel message qui vient à l'écran. Exact. Fait que toi, tu pourrais faire, OK, la méthode de développement est vraiment pas bonne, etc. Puis il met toutes les erreurs on, mais toi, tu peux faire une règle qui va checker si, par exemple, il y a un MySQL erreur qui ressort, puis à la place d'afficher l'erreur, tu affiches une page blanche ou tu rediriges un autre page. Donc, ça, je parlais pas comme ça dans ma base de données. Je l'ai mis dedans. Fait que si quelqu'un réussit à faire de l'injection SQL, puis il va prendre genre la base de l'usager, j'ai découvert les. Mais l'inconvénient de ça est que mode sécurité avec des règles, moi, de manière que je l'ai fait, c'est en microsecondes que ça se passe. Puis lorsque tu commences à faire ça, c'est en millisecondes. De parce que tu vas parser, mettons, un body qui peut faire jusqu'à, je sais pas, 1 meg en réponse. Tandis qu'à l'envoi, à moins que ce soit un post, d'habitude, les posts, c'est pas des affaires que tu as besoin d'être super performant. Mais d'habitude, à l'envoi, tu vas avoir juste un petit header HTTP gros comme ça. Versus l'autre affaire d'un mec. Au niveau performance, là, c'est. Faut pas que ce soit des règles très complexes. Un peu touché. Ouais. Check sur les mots de passe, c'est genre, check cette fune-là, directement n'importe où. J'ai 3-4 affaires comme ça qui sont vraiment très straight. Puis en fait, c'est une règle. Dans mode sécurité, même s'il n'y a pas de règle, tu vas ralentir parce que c'est une commande spéciale que tu dois rentrer pour dire oui, je veux passer le body response. Puis dans ce cas-là, c'est l'affaire qu'il fait, je pense, c'est qu'il doit leur copier genre dans la mémoire, tu sais, genre, fait qu'il joue un peu avec. Fait que même s'il n'y a pas de règle, tu vas rajouter de la latence un peu. Oui, c'est le truc que j'ai parlé. C'est le truc que j'ai parlé de tantôt. Moi, j'avais joué un peu avec. Ouais, pour le Slurus, il y a un module pour ça, mais si tu cherches, mettons, pour mode security, Slurus, il me semble que j'avais vu comme genre exactement le bloc de Spider Lab l'année passée. Puis il l'explique un peu plus comme en détail, là, puis tu sais, il explique. Ah oui, puis en passant le genre, c'est ma manière de voir HTTP, le processus dans Apache, c'est important parce que c'est là que tu sais où est-ce qu'il est mode security, genre. Parce qu'il y a différentes phases dans tes règles. Puis, ben, en tout cas, eux, ils l'expliquent, puis ils ont écrit des règles pour le faire. Là. Je suis juste en train de chercher. Je pense que c'est ça. Ouais. Puis ils l'ont dit, il dit available soon dans Mode Security Core aussi. Donc probablement qu'aujourd'hui, là, il est implémenté, ouais, depuis ça date de l'année passée, puis ils sont quand même pas mal rapides, là. Fait que oui, ils ont des règles pour ça. Si vous voulez le voir, vous cherchez. Ouais.
vous cherchez Google Mode Security sur le risque, vous allez le trouver. Ouais. Ouais. Puis, mais il y a un affaire que tu pourras pas te sortir, genre, c'est genre c'est comme l'espèce de temps maximum, genre, que tu as dans Apache, que la connexion peut être là, même si c'est pas du sous le risque, il y a moyen de la garder, celle-là. Puis ça, il y a moyen de faire des données de service quand même relativement facile avec ça, genre. Fingerprinting de WAF, j'ai de quoi mieux que ça. Mais ben oui, dans le sens que tu fingerprint ton WAF, puis ça, c'est juste quand il est en mode protection, parce que s'il est en mode juste de surveillance, tu pourras jamais évidemment le fingerprinter. J'ai jamais trop joué avec ça de ce côté-là, parce que l'affaire est que vu que je fais des règles qui sont plus genre personnalisées puis maison, tu vas être capable de profiler peut-être mes règles puis de deviner où est-ce que je les ai mis, mais c'est pas de quoi qui est utilisé à large. Si je fais une règle pour un site, elle sera probablement pas exécutée la même chose sur un autre, fait que c'est difficile dans ce cas-là de le fingerprinter. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des outils qui doivent être utilisés pour ça, pour moi sécurité CRS, mettons, pour dire moi j'ai détecté que c'est ça ou j'ai détecté que c'est un autre type de WAF, il y en a. Par contre, j'ai un outil qui peut être intéressant qui est pas encore réalisé, en fait, qu'on parlait à AppSec USC la semaine dernière, c'est WAF Testing Framework, qui est abrévié WTF. Imperva va lancer ça dans le sens que c'est un moyen, puis je suppose que tu pourrais t'en servir pour faire du fingerprinting, mais il te permet d'exécuter des requêtes, puis de regarder si ont été bloqués ou pas avec le WAF, mais genre juste en un clic, puis ça n'a pas un rapport genre de flux positif, puis de trucs comme ça, bien intéressant. Il n'est pas encore open source, mais il va l'être un jour. Puis, mais tu peux le reconfigurer en genre d'XML pour être capable de dire, ben là, moi, je veux tester une telle application. Puis l'exemple qu'il donne avec, ils prennent WebGoat. Fait que toi, tu peux prendre ton WAF puis dire, fait que je suppose que tu pourrais te faire des règles pour être capable de dire, ben là, je vais faire une règle qui teste pour ça. Sinon, franchement, c'est beaucoup plus facile si tu as les règles entre les mains pour faire le fingerprinting. Sinon, si tu dois trouver une règle ou une signature unique par WAF. S'il y a des WAF vraiment, genre, s'il y a des WAF qui sont larges un peu, ils vont peut-être s'ajouter dans la signature puis dire, en passant, c'est moi. Fait que dans ce cas-là, pour ton petit fingerprinting, tu fais juste regarder la réponse puis tu l'as. Lorsque tu es en boîte blanche, tu peux regarder dans les logs d'erreur, puis là, comme ça, tu peux voir la version. Lorsque tu reçois les alertes, tu peux le voir aussi à l'intérieur. Moi, je garde la version de Mode Security et ma version des règles, parce que j'ai du versionning aussi dans mes règles. Fait que là, comme ça, je le sais qu'une telle alerte vient de telle version. Parce que des fois, je peux avoir le même genre de règle générale, mais qui est déployée sur 20 versions différentes en fonction des serveurs. Donc, ouais, lui, il n'est pas encore disponible. Il va être disponible d'ici la fin de... J'ai rajouté à la fin, mais qu'on mette les slides online, ça va peut-être plus être intéressant que là, mais j'ai rajouté en gros les références. J'en ai pas beaucoup parlé parce que toutes les autres présentations que vous allez voir sur les web vont parler de ça. Salut Sébastien. Parce que j'en ai pris aussi de sa présentation pour les références. C'est vraiment comme... avec ça, vous allez pouvoir voir de ce que l'OWASP a à dire sur les WAF, de ce que le WASC a à dire avec le WAFEC ici, qui se trouve à être finalement ces différents vendeurs de WAF qui se sont entendus sur des critères d'évaluation de WAF. Fait que vous l'avez là. Donc, c'est vraiment plus, c'est comme... genre, de dire, OK, est-ce que le WAF, il fait ça, ça, ça? C'est beaucoup plus dans les détails que ce que moi j'ai présenté. Puis évidemment, le bon vieux manuel de référence, que ça fait 3 fois qu'il change de wiki de place. Donc, je peux pas vous garantir qu'il va rester là longtemps. Mais non, c'est parce qu'ils vont tous migrer vers GitHub de chez SpotLabs. Donc, le référence manuel de Mode Security vous permet de voir les règles, puis avec ça, tu finis par avoir vraiment une bonne compréhension de qu'est-ce qui est possible de faire avec le WAF ou pas. Tu l'as tout là-dedans, puis c'est extrêmement complet la documentation.
Bon, malheureusement, j'ai plus trop grand temps parce que j'avais dit que j'étais pour m'éterniser. Moi, je suis allé super rapide, puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air un log. Fait que ça, j'ai fait ça tantôt, avant de m'en venir. C'est j'ai juste fait une requête qu'on voit ici. Puis là, présentement, on regarde un fichier détaillé de mode security. Donc, finalement, là, genre, ça, c'est une string unique qui permet d'identifier mon alerte. Puis, un système qui va ramasser les alertes va utiliser ça. Donc, on voit la requête, puis ça, c'est vraiment, genre, le HTTP header au complet, exactement tel quel, le code qui a été envoyé. Fait qu'on a vu que, finalement, là, que j'utilisais Chrome, puis que j'ai fait la requête qui est ici. Plus bas, on voit la réponse. D'habitude, je log pas le body de la réponse parce que ça serait peut-être trop gros. Donc, on voit que j'ai retourné finalement un bad request. Puis, on voit le message d'erreur qui est ici, qui revient finalement à être le même qui apparaît aussi dans l'erreur log. Fait en tout temps, moi, j'ai comme tout le temps 2-3 endroits où est-ce que j'ai les messages d'erreur. Fait que si jamais j'en perds, c'est parce que on a recopié ou on a manqué du login à un endroit, ben je vais toujours avoir un endroit qui est comme un minimum de debug qui me dit hey, en passant, il y a ça, puis on a matché ça dans cette règle ici. Oui, parce que ça date de l'année passée. On pourrait y aller loin, genre, c'est mon numéro. Pas ça. Pas ça. Ça. Ça, c'est mon numéro de WAF évasion que j'avais fait dans le ACOS 2011, finalement. Genre, qui est un numéro que c'est juste de l'évasion d'un bout à l'autre. Puis, j'ai réutilisé le même truc parce que j'avais déjà une installation de mode security. Fait que, un jour, je vais peut-être faire de quoi avec les résultats de ça, là, parce que j'ai eu comme bien des personnes, puis des personnes très intelligentes qui ont essayé de bypasser mes règles. Je pourrais vous montrer des règles, mais vous devez tenir compte que c'est des mauvaises règles. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Hein? Oui, mais la présentation, j'avais pas montré les numéros, j'avais juste montré les réponses. Comme ça. On fait comme ça, mais oui, genre là, c'est la même chose. Puis je me rappelle pas si j'avais montré ça, là, parce que ça, c'est mes règles de mode security. Puis on voit vraiment comme des règles qui sont mal faites, admettons. Tu sais, la manière de le bypasser était assez simple. Genre, là, c'était ben, il te laisse pas accéder au répertoire secret, fait que je vais y envoyer point, mettons. Puis là, ça fonctionne. Fait que j'ai comme une série de règles qui sont comme non sécuritaires. Puis, donc, en gros, une règle de mode sécurité, le genre, c'est franchement juste ça, c'est juste un sec rule, après ça, sur où est-ce que ça s'applique, puis après ça, une regex pour l'appliquer là-dessus, puis c'est tout. Puis ça, c'est en fonction de l'action que ça va être faite. Fait que dans mon cas, c'est si tu vois ça, tu le logs, puis tu le denies, puis tu le odilog, puis tu retournes le status 400. Donc, c'est aussi simple que ça, mais là, ça peut devenir plus compliqué. Si on le voit plus long, on peut chainer différentes requests. Donc, lorsque je fais du whitelisting, là, j'en ai ça comme ça, puis je peux en avoir 18 lignes de long qui sont chainées pour être capable de dire il y a ça qui match. Puis pour une application, je peux en avoir une dizaine, une vingtaine. Fait que c'est pour ça que je dis que le whitelisting, genre, c'est beaucoup plus fastidieux. Parce que tu finis par avoir beaucoup de règles. Fait que dans ce cas-là, tu t'arranges pour le générer automatiquement. Donc, des choses à ne pas faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas vraiment, parce que c'est franchement un petit script boboche en Perl que je me sors depuis un an. Mais c'est simple. Le principe est vraiment simple. C'est que je prends les URL, puis je les classe par ordre alphabétique, puis je regarde manuellement, puis je dis, OK, lui, ça, c'est de la junk, puis lui, ça, c'est bon. Puis si lui, ça, c'est bon, ben je le laisse là. Après ça, je reprends de cette liste-là, puis je me fais juste un petit parser qui dit, ben, prends
prend, admettons, le paramètre, puis génère la règle là que tu vois là, puis dire, ben OK, s'il y a OK dans le paramètre. Donc, puis ça, je le fais juste en whitelisting, évidemment, là, genre pas en blacklisting. Donc c'est juste ça que mon script, il fait. Il n'y a rien de trop magique là-dedans. Il y a des outils, Mod Security Profiler, que lui va plus loin, mais lui allait avec comment est-ce que tu dis ça en français? Mais un niveau de protection, mettons, où est-ce que toi, tu pouvais dire, ben OK, pour ce set-là que tu as généré, lui, protège-les, mettons, à 50%, puis lui, il s'ajustait. Je l'ai essayé un peu, j'ai pas trop aimé, puis je crois que c'est plus trop maintenu non plus. Donc, je préfère mes petits scripts manuels où est-ce que j'ai des étapes, finalement, j'ai des étapes où est-ce que je visualise les données dans des hashes, puis je vais manuellement. Fait que là, de même, moi, je regarde un hash qui est comme avec tous les paramètres de ID, puis là, je vois que ID a soit 1, 2, 3 ou undefined. Donc, je rajoute ça, puis je crée ma règle avec ça. Donc, le plus que tu veux améliorer ton script, le moins que tu as d'étapes manuelles à faire. Et moi, j'en ai toujours une où est-ce que je regarde. Puis, parce que sinon, s'il y en a un, admettons, qui est comme 1 guillemets or 1 égale à 1, lui, il va dire, ben OK, je vais générer une règle qui laisse passer ça, tu sais, puis ça, c'est peut-être une attaque de SQL injection, tu sais. Donc, je les révise manuellement, puis après ça, je repars ça dans la moulinette. J'ai un autre script qui prend mes structures de données, puis qui output ça en règle de mode sécurité. Vu que c'est pas mal, on va appeler ça ancienne école, là, comme genre de règle, c'est assez facile de les générer genre en programmation. Puis j'ai aussi un hash avec mes règles qui sont standards, parce que souvent, le genre, ça revient tout au même. Un ID, même s'il y a 3 noms différents, genre, que c'est D pas plus que 4-5 fois, mettons, backslash D pas plus que 4-5 fois. Donc, j'ai des règles génériques qui sont automatiquement ajustées dans ces paramètres. En gros, là, ça, là, j'ai fait le tour de ce que ma série de scripts fait. Ah, puis pour ceux qui n'ont jamais frappé un WAF, c'est quoi? Excusez? Ouais, ben, sur mon blog, tranquillement pas vite, je vais essayer de bloguer un petit peu plus, puis de justement de rajouter mes trucs comme ça avec mes expériences. Genre, là, c'est dans les choses que je veux faire. Là, malheureusement, là, si j'ai le tab, je vais comme tomber sur mes blogs personnels où est-ce que je raconte ma vie. Hein. Vu que dans Blogger, on a tout en même place, c'est pour ça que j'ai dit oups. Le truc que je voulais vous montrer, c'était genre, si vous avez jamais vécu le WAF, là, c'est. Admettons, là, je suis là ouf, j'ai une bad request. Fait que, si vous voyez ça, il y a des grandes chances que ce soit mode sécurité parce que c'est comme ça que d'habitude on le configure. Des fois, ça peut être une erreur 404, que tu peux vraiment retourner n'importe quoi, mais moi, j'ai l'habitude de voir ça, puis quand moi, je travaille, genre, comme ça. C'est évident que tu peux rajouter, genre, un skin dans Apache, puis vraiment comme le faire fitter comme il faut, mais moi, je vois un peu ça. Je l'ai écrit. Ouais. Si tu mets des 500, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, des redirections, tu peux décider d'afficher un mot de passe, etc. Donc, si vous voulez suivre un peu, là, supposément dans les mois à venir, je vais commencer plus à bloguer puis à mettre ça sur Twitter. Je vais peut-être spammer OWASP Montréal parce que j'ai été accepté dans le board. Fait que là, je me dis, ça va peut-être me permettre plus de spammer la mailing list. Si j'ai des articles qui sont intéressants. Puis pour l'instant, je suis vraiment en train d'écrire juste des articles de fond pour être capable d'avoir du stock dans mon blog qui peut arriver avec un blog tout doux. Puis régulièrement, je suis une personne qui suit de qu'est-ce qui se passe dans Mod Security. La mailing list de CRS, je suis dessus. La mailing list de Mod Security, puis Mod Security User aussi. Puis Audi Console, qui est un autre truc que j'ai pas montré, que j'aurais peut-être dû montrer. Qui est un outil qui est fait par genre un gars en Europe, je pense. Puis que c'est avec ça que je regarde des logs. C'est pas parfait, mais c'est le seul outil open source qu'on a qui a de l'allure. Parce que l'ancien Mod Security Console, je pense qu'il l'appelait, ou une affaire de même,
est comme moins bon, parce que ça, il y a pas mal plus d'options là-dedans. Donc, voici ce que je fais en regard de journée. Regardez ça, cliquez, choisissez, allez voir les détails. Donc, ça, finalement, genre, que c'est un parseur du truc que je vous ai montré tantôt en console. Il parse ça, il le remet là-dedans. Il y a moyen d'y aller plus en détail, de classer, de faire des recherches, et tout ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ah, j'ai terminé pour ma part. Il y a des dernières questions. Fait que je vous remercie d'être venu en aussi grand nombre. Je m'attendais à 1 ou 2 personnes ce soir. Merci à ceux qui ont regardé sur Internet. S'il y en a, j'ai aucune idée, franchement, si ça a fonctionné, parce que la priorité était dans la salle. Mais je vois ma petite lumière blanche qui est ouverte, qui veut dire que je suis sur les Internets. Même s'ils ne me voient pas, parce qu'ils voient mon écran présentement. Donc, merci à tous. Puis, le prochain... C'est le 20 novembre sur... Secret Code Review. Après ça, il y en a un le 18 décembre, j'ai pas le titre exact, mais c'est sur la sécurité des applications mobiles. Excellent. J'ai envie des autocollants. C'est comme ça que je plan d'acheter l'appréciation dans l'Ouest Montréal. J'en ai une faire ici. Si vous voulez en prendre, allez-y. Prenez les toutes. J'en ai vraiment comme une pile de même. Ah non, en fait, c'est pas ça que j'ai. Salut, Internet!